Tout est canon, mais tout n'est pas vrai. Quand on est fan d'un univers comme celui de Warhammer, il est normal de vouloir se l'approprier. C'est pourquoi je vous ai demandé à vous, la communauté, de me partager votre lore que voici. Fondé au 36e millénaire, l'ordre de la Lance du Saphir fut fondé sur le monde d'Arcadia, suite au pèlerinage d'expiation de celle qui deviendra Sainte Olga. La légende veut qu'Olga aurait suivi l'appel de l'empereur jusque sur ce monde dénué de présence impériale et que ses pas l'auraient guidé vers les profondeurs de la planète. C'est à l'intérieur des galeries, dans le noir total, qu'elle passa plus d'1 mois à errer seule, tourmentée par des voix lui susurrant qu'elle trouverait la sortie et plus encore en échange de son âme. Fidèle à sa foi envers l'empereur, elle ne céda jamais aux voix, et un jour, une lueur bleutée apaisante se révéla à elle. C'était une serpe, une relique, qui selon Olga, devait forcément être l'œuvre de l'empereur. Aujourd'hui, les aspirantes de l'ordre, les ombres comme elles sont appelées, doivent toutes passer la même épreuve qu'Olga. Elles doivent premièrement enfiler l'habit noir, témoignage de leur humilité, puis s'enfoncer seules dans les grottes sous le monastère avec pour objectif de trouver la serpe qui les guidera vers l'extérieur. Cependant, la serpe ne se révèle pas à toutes. Seules quelques sœurs supérieures savent combien de squelettes reposent dans ces grottes. Quoi qu'il en soit, les filles les plus pures qui parviendront à rejoindre l'ordre recevront l'honneur de porter l'armure bleutée de Sainte Olga. Les Skulls of Sun sont un des rares chapitres Space Marines originaires de la seconde fondation à descendre de la Légion des Salamanders. On en sait peu sur leurs origines ancestrales, et pour cause, alors que le chapitre menait une campagne particulièrement meurtrière face à un ennemi inconnu, l'ensemble des compagnies furent décimées par les forces adverses. Seul un petit groupe de Marines parvint à s'en sortir, tout en atterrissant en urgence sur un monde féodal abandonné de l'Imperium. Cette planète, aux allures de jungle luxuriante, Itzama, était peuplée par de nombreuses tribus humaines, habitant dans les cités cachées dans les arbres. Bien qu'ayant perdu tout lien avec l'Imperium, les hommes d'Itzama vénéraient toujours l'empereur depuis de grandes pyramides de pierre. Le statut divin des Marines est alors immédiatement reconnu. En échange de leur accueil, les Marines rétablissent la connexion entre la planète et l'Imperium et font d'Itzamna leur planète de recrutement, se renommant ainsi les Skulls of Sun. À cause de la nature féodale de leur monde, les aspirants se spécialisent aux armes de corps à corps et excellent dans les environnements forestiers et les jungles. En bons fils de Vulcan, ils sont aussi de très bons artisans, gravant des runes sur leurs armes et armures. Il est très compliqué de déterminer l'origine de l'essaim orphelin. Plusieurs théories entourent cette flotte ruche tyrannide. Certains pensent que, comme toutes les autres, elle viendrait de loin et que son but, aux yeux de l'esprit de la ruche, serait de retrouver ses enfants perdus afin d'éviter le gaspillage de ressources. Je m'explique. Contrairement aux autres flottes, celle-ci ne génère pas des troupes afin de dévorer des planètes. Non, elle se déplace de système en système et cueille des spécimens tyrannides dont les flottes ruches ont été détruites. Elle récupère donc les orphelins de son espèce. C'est ainsi que pour la première fois, une flotte ruche déploie des troupes multicolores, ces guerriers provenant de toutes les flottes ruches que l'Imperium a eu le malheur d'affronter. Qui sait comment les tyrannides fonctionnent? Qui sait quel savoir ces orphelins ont pu transmettre à l'esprit de la ruche sur ceux qui les ont défaits? Descendants des infâmes Night Lords, les cosmiques Corridons sont une bande de guerre du chaos ayant trouvé son salut dans la vénération de Slaanesh, déesse des excès et de la douleur. Comme leur déesse, ces renégats sont obsédés par les couleurs vives, la musique et la cruauté. C'est donc dans une cacophonie macabre que ces géants écorchent, scalpent et égorgent leurs victimes tout en gloussant de rire lors de chaque méfait. Même lorsque les carnages prennent fin, le cauchemar continue, tandis que les Marines jouent avec les cadavres désarticulés. Ils utilisent même les corps de leurs victimes comme marionnettes, afin de tenir des représentations théâtrales et des spectacles comiques. Bien que nous ne savons pas s'ils utilisent un monde comme point d'ancrage, ils parcourent cependant l'espace à bord de leur vaisseau amiral Ludibrium Circus. Les Leviathan's Knights, ou Chevaliers Léviathan, forment un chapitre Space Marines héritier des honorables Dark Angels.
Créés lors de la seconde fondation, ils ont élu domicile sur le monde féodal et inhospitalier de Castellum Secundis, un monde pangéen recouvert d'eau. Ici, ils siègent depuis leur forteresse monastère, située à l'extrême ouest de la planète, au cœur du milieu le plus hostile de leur monde. En effet, il faut se représenter que leur forteresse monastère se dresse seule sur un monceau de terre, et que celui-ci est rendu accessible par la marée seulement quelques jours dans l'année. Autrement, prendre la mer viendrait à se condamner à servir de repas aux nombreux léviathans qui peuplent les eaux de Castellum Secundis. Des créatures gigantesques et terriblement agressives, certains pouvant même se mouvoir dans les grottes souterraines situées sous la forteresse. Le mythe fondateur de ces Marines veut que le premier maître de chapitre soit descendu seul dans ces grottes pour abattre le plus massif des léviathans avec la seule force de ses mains et une épée énergétique. L'épée étant devenue la relique la plus précieuse du chapitre. Comme pour rester fidèles à leurs origines de tueurs de monstres, les Leviathan's Knights se spécialisent dans la traque et l'extermination des Xénos. Grakor est un big boss orc du camp des Death Skulls, qui ne rentra dans le collimateur de l'Imperium que très récemment lors du pillage de Noctis Prime. Alors que le monde était la proie des démons et des Xénos, les pirates de Grakor en profitèrent pour s'accaparer des ressources. Le Big Boss se démarque des autres par son sens tactique surdéveloppé. Parfois, il tape à gauche, parfois sur la droite. Entre deux batailles, Grakor, alors assoiffé par les combats, ordonne à ses boys d'enfoncer les habitations pour lui rapporter l'un de ces breuvages humains qui fait tourner la tête. Tremblant pour sa vie, et celle de sa fille, une jeune femme donna en offrande une simple infusion de thé à Grakor. Épargnant leur vie, l'orc partit pour de nouveaux affrontements dans la ville où il massacra sans problème les forces Eldar. Associant sa victoire non pas à la fatigue des Xénos, mais bien au bienfait du thé sur son métabolisme, Grakor retourna voir la femme et sa fille, qu'il embarqua avec lui afin que celle-ci puisse préparer le puissant breuvage avant chaque bataille. La petite fille, élevée parmi les orques, devient rapidement très douée pour tirer sur les Gretchin depuis les épaules de son protecteur. Les Peaux de Grox sont un régiment de la garde impériale originaire du monde de Verdun. Spécialisés dans l'infiltration, la capture et le sabotage à l'arrière des lignes ennemies, leur nom leur vient de leur uniforme très similaire à celui des Cadiens, mais recouvert de peau de Grox. Lorsqu'ils attaquent, c'est souvent de nuit, et ils préfèrent s'approcher aussi discrètement des lignes ennemies que possible avant de se révéler. Le régiment est spécialisé dans l'utilisation d'explosifs télécommandés ou manuels, et l'un des entraînements au sein de ce régiment consiste à apprendre à fabriquer des explosifs artisanaux. Une de leurs techniques d'attaque, quand ils disposent du matériel adapté, est de creuser sous les positions ennemies, puis de placer des explosifs et de faire directement sauter les positions ennemies. Un cri de guerre célèbre de ce régiment est « Ils ne passeront pas ». Rares héritiers des Space Wolves, les Black Fangs ou Crocs Noirs sont un chapitre de barbares originaires du monde de Shilka. Peut-être plus têtus encore que leur père, les Marines de ce chapitre refusent l'apprentissage de la langue commune impériale, préférant utiliser le dialecte de leur monde natal. Une barrière de la langue qui les renferme sur eux-mêmes et qui pousse les membres de l'Administorum et de l'Inquisition à les regarder de haut, d'un air méfiant. Heureusement pour eux, de bonnes relations avec les Space Wolves leur permettent de vivre de leurs coutumes sans trop être dérangés. Comme les Salamanders, les Black Fangs ne coupent pas les ponts avec leur peuple lorsqu'ils deviennent des Marines. Au contraire, ils en font intégralement partie et se soucient véritablement du bien-être de leurs protégés. Leur nom, Black Fangs, est une référence au rite de passage des garçons qui doivent à leur majorité partir en chasse d'un grand loup noir de Shilka afin de revenir en hommes. Une coutume conservée par le chapitre qui respecte ses plus grands chasseurs, ceux-là prenant généralement les postes les plus importants au sein du chapitre. Au combat, ce sont des bêtes assoiffées de sang, et peu d'entre eux s'encombrent d'une arme à feu, les chapelains du chapitre pouvant même libérer la rage berserker de leurs frères, afin que ceux-ci se battent avec une force surnaturelle, une capacité utilisée seulement en dernier recours, car comme les membres de la Death Company des Blood Angels, une telle férocité ne peut se conclure que par la mort de son hôte. Les Guardians of Sacred Love, ou Gardiennes de l'amour sacré, forment un ordre de sœurs de bataille très peu conventionnel. Un éclat de lumière et d'espoir dans la pénombre de l'univers. On connaît les sœurs de l'Adepta Sororitas pour leur zèle ardent et leur manque de pitié. Cependant, les Gardiennes se démarquent des autres par le fait qu'elles sont les seules de cet ordre militaire et religieux à pouvoir prendre époux et enfants.
Bien que cela puisse sembler hérétique au sein de l'ecclésiarchie, il n'en est rien, et cela pour la bonne raison que la première sœur supérieure du couvent parvint à convaincre son entourage qu'elle recevait des visions envoyées par l'empereur Dieu en personne. Dans celle-ci, elle aperçut l'empereur aux côtés d'une femme veillant sur ses enfants, une sainte vision qui lui fit comprendre l'importance de la famille et de sa tâche en tant que mortelle. Ainsi, comme l'empereur veille sur ses enfants, les gardiennes de l'amour sacré veilleront à préserver leur famille du mutant, du xéno et de l'hérétique. Les Dreadlords sont un chapitre primaris de la fondation Ultima. Bien qu'étant officiellement descendant de la Ravenguard, la véritable origine du chapitre n'est en réalité qu'un secret de Polichinelle, tant celle-ci crève les yeux. Officieusement héritier des innommables Night Lords, le chapitre se spécialise naturellement dans les guerres de terreur psychologiques. Poussant le vice jusqu'à devenir une parodie d'eux-mêmes, toutes les compagnies du chapitre se spécialisent dans un domaine de peur différent. Par exemple, en intégrant la 5e compagnie, les Dreadlords devront apprendre la peur visuelle. Cela se traduit d'une part en décorant leurs armures de crâne et de motifs terrifiants, en portant des masques de bêtes, ou bien même en apprenant comment disposer des cadavres de façon à démoraliser l'adversaire. En rentrant dans la 4e compagnie, l'on apprend la peur sonore. Cela passe par le piratage de communications ennemies, à travers lesquelles les Marines font passer des hurlements de victimes ou d'animaux en souffrance. Les Astartes apprennent même à imiter les bruits de bêtes qu'ils produisent dans la nuit de façon à paraître comme des monstres pour leurs ennemis. Enfin, la première compagnie, la plus terrible, regroupe les vétérans du chapitre, adeptes de tous les aspects de la peur. En plus de cette maîtrise, ils sont les plus physiquement violents, la violence absurde étant en elle-même génératrice de peur extrême. Depuis leur forteresse monastère, Anathème, les Dreadlords mènent un combat contre la corruption qui s'infiltre lentement dans ses rangs. Beaucoup de recrues, surtout parmi les plus jeunes, trouvent les légendes des Night Lords à leur goût, et la phrase « mort aux faux empereurs » a déjà retenti dans les couloirs sombres du vaisseau. En réponse à cette hérésie, une milice fut fondée, un groupuscule d'individus désignés personnellement par le maître de chapitre. Ces hommes se nomment les tourmenteurs. C'est le titre le plus respecté en dessous du maître. Un tourmenteur peut exécuter n'importe quel membre du chapitre, peu importe son rang, et n'aura de compte à rendre à personne. C'est dans ce règne de violence que les Dreadlords s'assurent un avenir dans la lumière de l'empereur. Voilà, j'espère ne pas trop avoir extrapolé sur certaines histoires, qu'elles vous auront intéressé tout en rendant hommage à celles et ceux qui les ont écrites. Je remercie évidemment tous ceux qui m'ont envoyé leur lore. Si le vôtre n'est pas apparu ici, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas trouvé intéressant, mais peut-être que pour moi, il ne rentrait pas vraiment dans cette vidéo. Pour le moment, plus besoin de m'envoyer vos histoires, cependant, si ça vous a plu, vous pouvez être sûr que je reviendrai vers vous pour un épisode 2. Sur ce, pensez à vous abonner, à rejoindre le Discord, à souscrire à la chaîne, et pourquoi pas jeter un œil au Tipeee. Et je vous dis à bientôt sur Collegia Historium.